Bonjour et bienvenue pour l'épisode 2 de l'histoire de la voiture électrique. Suite à vos retours sur le précédent épisode, il nous semble important de préciser que le but n'est pas ici de donner une liste exhaustive des voitures électriques dans le temps, mais bien de comprendre l'évolution technologique et sociale de la voiture électrique. Cependant, si vous souhaitez connaître plus en détail les modèles qui ont accompagné l'histoire de la voiture électrique, on peut vous renvoyer sur le site italien Eletronauti qui a fait une série d'articles avec un détail des voitures électriques suivant les âges. Les échecs à répétition des voitures électriques pour finir les courses d'endurance ont fini par faire de l'autonomie un vrai critère de sélection. En effet, au début du XXe siècle, les voitures thermiques pouvaient déjà parcourir plusieurs centaines de kilomètres sur un plein. Et sur ce point, la voiture électrique était bien en dessous du thermique. Or, les trajets effectués par les usagers devenaient de plus en plus longs. La voiture électrique fut donc peu à peu oubliée à partir des années 1910, et les recherches pour l'amener au niveau des moteurs thermiques auraient demandé trop d'investissements pour les constructeurs. La Première Guerre mondiale n'a pas arrangé les choses car en temps de guerre, l'autonomie des voitures était plus que cruciale. Ce qui a encore une fois renforcé l'idée que l'autonomie était un critère essentiel pour une voiture. Le thermique n'avait pas grand-chose à envier à l'électrique. Les voitures électriques étaient beaucoup plus chères à l'achat, leur vitesse était limitée et l'autonomie était dérisoire. La crise économique de 1929 mit à terre définitivement la voiture électrique. Cette période a été extrêmement propice aux véhicules thermiques qui ont donc bénéficié de beaucoup de recherches. C'est un point important à prendre en compte car cela signifie qu'à partir de ce moment, l'électrique a déjà pris du retard en termes de développement. Mais la voiture électrique n'a pas dit son dernier mot. Elle a connu plusieurs regains d'intérêt dans son histoire. Comme on va le voir ensemble, le chemin a été long avant d'arriver à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Axel Villarreal va nous expliquer l'importance du système technique dans l'émergence d'une technologie. En fait, il y a la dimension technique et il y a la dimension sociologique. En fait, une technique, elle ne se développe pas toute seule. C'est-à-dire qu'une technologie, quelle qu'elle soit, elle s'inscrit dans un système technique et dans un système social. Aujourd'hui, on a exactement le même problème avec le développement des véhicules électriques, c'est-à-dire que même si la technologie pure à l'intérieur des voitures électriques s'améliore, si le système global qui entoure le véhicule électrique, donc j'entends par là l'usage qui est fait de la voiture, les infrastructures, etc., n'entre pas en cohérence, vous n'allez pas pouvoir faire émerger une nouvelle technologie, quelle qu'elle soit. La motorisation électrique en tant que telle, on va progressivement la laisser de côté au profit de la motorisation thermique pour une raison simple, c'est la portabilité de l'énergie. À l'époque, le réseau électrique n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui. Si vous voulez relier des villes à l'électricité, que ce soit des villes périurbaines ou des villages ruraux, à l'époque, c'est pas du tout une évidence. La ville, elle est dotée en infrastructures électriques, mais le territoire français ou même le territoire américain, ce n'est pas tout à fait le cas. Si vous voulez faire en sorte que de l'électricité arrive en abondance pour pouvoir permettre l'expansion d'une technologie comme le véhicule électrique, à l'époque, c'est à la fois pas évident, extrêmement coûteux et beaucoup moins facile à mettre en place que des stations-service. Finalement, à partir du début du XXe siècle, les politiques publiques, tout comme les constructeurs, tout comme les énergéticiens, vont indirectement se mettre d'accord sur le fait que l'énergie la plus facilement transportable, la plus disponible, ça va être le pétrole. Donc on va construire des routes, on va favoriser l'étalement urbain et ça va permettre à la voiture thermique d'avoir un avantage comparatif non négligeable sur le véhicule électrique. C'est moins une question de concurrence entre les techniques que véritablement l'insertion d'une technologie dans un système plus global, dans une société plus globale qui va favoriser tel ou tel usage. Parce que ça, c'est une construction très contemporaine d'opposer les techniques, de penser que les ingénieurs ont abandonné telle ou telle technologie parce que il y avait des lobbies ou je ne sais quoi. C'est que finalement, il y a aussi une question de coût-bénéfice et une question d'efficience à un moment donné dans un système donné. La première fois que la voiture électrique connaît un regain d'intérêt, c'est durant la Seconde Guerre mondiale. Cette période a en effet bouleversé le marché du pétrole et la voiture électrique était une bonne alternative pour faire face à la raréfaction des hydrocarbures. Un des exemples de nouveaux concepts apparus lors de la Seconde Guerre mondiale est l'œuf électrique de Paul Arzens. Cette voiture avait à l'époque une autonomie de 100 km pour une vitesse de 70 km/h. Elle n'avait donc rien à envier aux voiturettes électriques contemporaines. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Dès la fin de la guerre, le pétrole était de retour et les industriels ont commencé à faire de la production de masse, ce qui baissa nettement les prix d'achat des voitures thermiques. Durant ce petit laps de temps, la voiture électrique ne s'est pas assez développée pour concurrencer les véhicules thermiques, que ce soit au niveau du prix ou des performances. Cette période a tout de même montré que la voiture électrique pouvait être une alternative aux voitures thermiques. Même si une fois l'accès au pétrole revenu à la normale, le public s'en est désintéressé. Pour preuve, une fois la guerre terminée,
Paul Arzens remplace le moteur électrique de sa voiture par un moteur thermique. En ville ou dans les campagnes, il était très difficile de trouver du carburant. C'est à partir de ces années-là, donc ça c'est un épisode très court, parce que ça s'est passé en particulier en France, où la Compagnie Générale d'Électricité, la CGE, a réfléchi à un moyen de produire des véhicules électriques à destination principalement des cadres de l'entreprise. C'est aussi la prise de conscience de la dépendance énergétique des transports. On se rend compte à cette époque-là qu'effectivement, quand il n'y a plus de pétrole, ça devient très très difficile de se mouvoir dans le système technique dans lequel la société évolue. Et donc, effectivement, la CGE va réfléchir et produire un véhicule, la CGE Tudor, qui va rouler le temps de la guerre, qui va être produit à très peu d'exemplaires et qui va servir essentiellement pour les déplacements des cadres de l'entreprise. Donc, ce qui est intéressant dans cet épisode-là, c'est que, en fait, la CGE s'est portée acquéreuse d'une autre société, la Sauvel, qui était une société qui collecte des déchets ménagers, qui, elle, utilisait des camions électriques et qui disposait de la technologie en interne. Parce qu'en fait, on pense toujours moteur électrique, voiture électrique, mais finalement la motorisation électrique, elle n'a jamais véritablement disparu. Elle a toujours existé pour des applications extrêmement précises dans le milieu industriel, les Fenwick par exemple, ou effectivement les camions bennes. Vous vous doutez bien que la voiture électrique a fait encore beaucoup de progrès avant d'arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous verrons notamment l'influence d'EDF dans l'avancée de la voiture électrique en France. Abonnez-vous à la chaîne d'Automobile Propre et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et à bientôt pour la suite de l'histoire de la voiture électrique.